La vulgarisation scientifique est censée aider à rendre les gens plus intelligents. Et j'ai constaté, comme le journalisme lui-même, que si elle pouvait rendre, on pourrait en discuter, si elle pouvait rendre les gens qui sont peu cultivés plus sages, elle avait tendance à rendre les savants idiots. Donc c'est un effet paradoxal. Et on va se demander d'où viennent les critiques et que valent les critiques et les conceptions que l'on rencontre souvent à propos de la vulgarisation scientifique. Pourquoi est-ce que ce processus, je ne sais pas si c'est lisible de là où vous êtes, pourquoi est-ce que ce processus viendrait en valeur propre, loin derrière les autres moyens d'expression? Pourquoi est-ce que c'est l'ensemble des médias qui font réellement passer les résultats scientifiques dans la culture, mais naturellement pas sous une forme acceptable par les scientifiques? Ça, c'est un rapport de l'Académie française des sciences. Pourquoi, enfin, est-ce que Dorothy Nelkin a découvert que dans son rapport une tendance universelle à condamner les médias qui n'a jamais été trouvée dans les rapports entre d'autres secteurs de la vie sociale et les médias? Par exemple, le First Amendment Center, dans son fameux rapport sur les scientifiques et les journalistes, le First Amendment Center faisait régulièrement des rapports sur le thème l'armée et les médias, l'économie et les médias, la classe politique et les médias. Ils ont fait les scientifiques et les médias, ils ont dit jamais dans aucun des milieux sur lesquels nous avons enquêté, nous n'avons découvert une telle réticence vis-à-vis des médias qu'au sein des sciences. Oui, d'abord, Hans-Peter vous a parlé d'un certain nombre de travaux, il y en a plusieurs, dont les siens, qui montrent que quand des scientifiques ont effectivement eu affaire aux journalistes, ça se passe infiniment mieux que ce qu'on entend dans les discours généraux des scientifiques à propos des médias, ou, parce que c'est relativement croisé, dans les discours des journalistes à propos des scientifiques. Et je pense notamment des journalistes généralistes, ils ne sont capables que de jargonner, ils nous prennent de haut, etc., etc., etc. Alors, si d'une part, on a des représentations croisées aussi défavorables, aussi systématiquement défavorables au point de surprendre tous les observateurs, si d'autre part, quand on étudie des interactions réelles, on s'aperçoit que, bon, ça ne se passe pas si mal que ça, qu'est-ce qui peut justifier cette polémique, ou en tout cas ce sentiment de répulsion ou de méfiance croisée? On pourrait d'abord le demander aux intéressés eux-mêmes, aux scientifiques ou aux journalistes. J'ai eu la curiosité d'étudier des tas de discours de scientifiques ou de journalistes, toujours de cette façon un petit peu croisée, sur le thème « Quels sont les problèmes du journalisme scientifique ?» Pourquoi est-ce qu'il n'est pas ce qu'il devrait être? À supposer qu'il ne soit pas ce qu'il devrait être. On en reparlera après de ça. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que leur discours était très simple. Vous pouvez vous dispenser de lire tous ces textes, qu'ils soient de journalistes ou qu'ils soient de chimistes ou de physiciens. Je vais vous les résumer. Ils disent d'abord, il y a des problèmes. Deuxièmement, ils disent implicitement, c'est très simple. Je sais quels sont ces problèmes. Et les problèmes, c'est soit des gens de l'autre camp qui ne comprennent pas, soit des gens de l'autre camp qui ont des motifs douteux. Ça donnerait, par exemple, les journalistes sont souvent ignorants de, ou les scientifiques ne comprennent pas les nécessités de la communication, ou les scientifiques ont souvent des conflits d'intérêts, ou les journalistes veulent vendre du papier. Vous voyez? En fait, c'est tout à fait symétrique. Ces phrases-là pourraient être aussi bien dites par des journalistes généralistes à propos des scientifiques que par des scientifiques à propos des journalistes. C'est déjà assez curieux, cette symétrie, il me semble. Mais en cherchant bien, on trouve des variantes. Donc, disais-je, des variantes qui peuvent être soit des gens de l'autre bord qui sont moins scrupuleux, moins compétents, soit des gens de notre bord qui ne comprennent pas. Ça peut être un scientifique qui va dire « Oui, certains scientifiques comprennent mal les nécessités de la communication », ou des journalistes qui vont dire « Oui, certains journalistes comprennent mal les sciences », etc., etc. Vous remarquez quand même que la variante là, elle n'oblige pas d'utiliser plus d'arguments, mais seulement de les combiner différemment. On peut réduire ça, en fait, grosso modo. La quasi-totalité des discours croisés des scientifiques et des journalistes sur la question du journalisme scientifique
on peut le réduire à une matrice assez simple. Avec ça, vous générez la plus grande partie des textes qui ont jamais été écrits sur les problèmes du journalisme scientifique. Ça peut être dit soit par un journaliste, soit par un scientifique. Et ça ne suppose que 2 arguments d'origine et 2 raisons. En voilà un exemple parmi 100. Le journaliste surévalue un résultat scientifique. Donc là, c'est des scientifiques qui écrivent, donc c'est leur côté. Du côté des journalistes, ils surévaluent les résultats scientifiques, donc ils les comprennent mal. Et ça, c'est en partie à cause de la pression des rédactions pour vendre du papier, donc des motifs douteux. Mais dans notre camp, parfois on peut avoir des motifs douteux aussi. Vous voyez que ce discours peut se résumer comme ça. Ce qui pose une question, si c'est si simple que ça, si ça se résume à 2 facteurs et 2 origines, comment se fait-il qu'il n'enregistre pas de progression dans ce domaine, en tout cas en termes de polémique et de discussion, au cours des 20 ou 30 dernières années? L'hypothèse étant évidemment que ça n'est pas si simple que ça. Et que pour pratiquer la vulgarisation, mais aussi pour critiquer la vulgarisation en général, et le journalisme scientifique en particulier, il faut se poser des questions qui vont plus loin que des manifestations de surface ou des situations anecdotiques. Même si elles sont répétées, elles n'en restent pas moins anecdotiques. Alors allons un peu plus loin. Si vous le voulez bien, je commencerai par vous situer très rapidement le contexte général. Je vais le dire en quelques mots. Certains ou certaines m'ont entendu le développer en 2 heures. Je vais essayer de vous le faire en 5 minutes. Disons que la situation, l'environnement dans lequel un message, quel qu'il soit, doit essayer de survivre, de surnager, c'est un environnement de profusion d'informations. Cette profusion, qu'on a appelée plus ou moins improprement la société de l'information, qui n'a rien à voir avec Internet, puisqu'elle commence au XIXe siècle, se caractérise par une surabondance des messages qu'on a constaté dans tous les domaines, et avec une multiplicité d'indicateurs extrêmement variés, qu'il s'agisse d'indicateurs relatifs à l'emploi dans le secteur de la communication, qu'il s'agisse d'indicateurs relatifs à la production de connaissances scientifiques. Ce qui permet de dire que, d'un côté, nous ne sommes plus savants que nous ne l'avons jamais été, c'est-à-dire chacun d'entre nous, chacun d'entre vous en sait plus sur le monde dans lequel il est, et de façon plus variée que n'importe lequel de ses devanciers, et en même temps, nous n'avons jamais été aussi ignorants si on rapporte ce qu'on sait par rapport à la masse des choses qu'on pourrait savoir. Quoi qu'il en soit, et c'est ce qui explique du reste que les sciences elles-mêmes se fragmentent, ne cessent de s'écarter, de se spécialiser, comme une banquise qui se fracture, en domaines de spécialisation de plus en plus étroits, au fur et à mesure que la quantité de connaissances produites enfle. On constate la même chose, comme on va le voir, dans la communication publique. L'édition de titres nouveaux, de livres nouveaux et différents, chaque année, n'a cessé de croître. La consommation de papier a été multipliée par près de 20 depuis le début du siècle dernier, etc., etc. Quels que soient les indicateurs que l'on utilise, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient épistémologiques, on constate ce double phénomène d'explosion de l'offre d'information, ce qui fait que l'information est pléthorique. Étant pléthorique, elle perd de sa valeur. Et ce phénomène a été décrit d'une façon très intéressante par un économiste, prix Nobel d'économie du reste, qui s'est posé une question d'économiste. Pour les économistes, il n'y a pas de bière gratuite. Quand quelque chose devient largement disponible à aucun coût, ça coûte forcément quelque chose quelque part. C'est peut-être une vision un peu cynique des choses, mais le fait est qu'on raconte souvent ça. Richard Simon s'est demandé cette explosion de l'offre d'information qui dévalue l'information, puisqu'elle est maintenant gratuite, elle est maintenant surabondante. On passe plus de temps à essayer de l'éviter qu'à essayer de l'acquérir, alors qu'au début du siècle, l'information était précieuse. On se mettait à 3 familles ou 5 familles pour s'abonner à un journal qui passait de main en main. Maintenant, quand on vous le donne dans des kiosques gratuitement dehors, vous ne le prenez même pas. On est tous pareils. Donc il s'est demandé, ça coûte quoi, cette gratuité-là? Il en est arrivé en 1973, donc bien avant Internet, à une conclusion qui nous intéresse beaucoup quand il s'agit de réfléchir aux problématiques de la diffusion des connaissances scientifiques. Avant de vous présenter ça, je voudrais vous montrer le facteur le plus représentatif de l'évolution actuelle de la communication,
qui est l'effondrement dans la plupart des pays occidentaux de la presse d'information générale, et l'explosion, la fragmentation, comme dans les sciences, du nombre de titres spécialisés dans des loisirs de plus en plus restreints, de plus en plus fins, de plus en plus spécifiques. Par exemple, on a eu l'automoto, puis on a eu juste les titres sur la moto, puis on a eu juste les titres sur la moto tout-terrain, et puis on peut imaginer se séparer entre le motocross et le trial. Plus la production de connaissances s'accroît, plus la fragmentation de ce que chacun peut capter s'accroît également. Et donc, on finit par ne plus s'intéresser qu'à ce qui nous intéresse. On finit par spécialiser nos domaines d'intérêt, comme on peut spécialiser nos domaines de travail. Donc, disais-je, Herbert Simon s'était posé cette question. Qu'est-ce que ça coûte? Il a été arrivé à l'idée que la ressource rare, c'était l'attention. Qu'effectivement, plus on était confronté à une masse pléthorique d'offres d'informations, de sollicitations, plus qu'il devenait difficile de gérer, ce qui devenait précieux, c'était l'attention des gens. Ce qui est assez logique si on considère que la prise d'information est un jeu à somme nulle. Si vous regardez un film culturel, c'est à la place d'un autre film ou c'est à la place d'un livre. Et si vous lisez un livre, c'est à la place d'une autre activité. Mais pour que quelque chose gagne votre attention, il faut que quelque chose d'autre perde. Et toutes les notions, y compris les notions scientifiques, sont en concurrence pour l'attention du public. C'est un jeu à somme nulle. On ne peut pas tellement gagner. Si vous voulez gagner, si l'on veut gagner de l'audience, par exemple pour les sciences, alors il faut la prendre quelque part, donc la prendre à quelqu'un. Alors une fois qu'on a posé ce contexte général, on peut poser un autre constat ou une autre interrogation, qui est de se dire, c'est curieux quand même, d'abord, les sources qui paraissent les plus légitimes du point de vue des scientifiques, des sciences de la nature, sciences expérimentales, sont toujours les plus proches du champ initial des savoirs. Ce sont les conférences, ce sont les musées. Et plus on s'éloigne de ce champ légitime de la production des savoirs, là vous allez avoir par exemple le journalisme scientifique, là vous allez avoir le journalisme général, mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite vous avez le cinéma, ensuite vous avez la publicité. Plus on s'éloigne de ce champ, plus le public touché est large. Et corrélativement, plus on s'éloigne de ce champ, plus les messages peuvent sembler critiquables, distordus, d'une façon ou d'une autre d'évaluer. Est-ce qu'il y a un rapport physique? Est-ce qu'il y aurait un rapport nécessaire? Une sorte d'équation qui serait plus je veux toucher de monde, plus je suis obligé de dégrader l'information. C'est à ce thème qu'on va essayer de se consacrer. Si c'est le cas, évidemment, alors les critiques portées à la vulgarisation des sciences doivent être relativisées, si après tout c'est la règle du jeu. On va prendre deux exemples, deux notions qui semblent extraordinairement simples puisqu'elles sont toutes les deux universellement condamnées. À votre avis, quelles sont les deux choses qui sont les plus fréquemment reprochées au journalisme scientifique, ou au journalisme en général, mais au journalisme scientifique en particulier? Oui, mais souvent, ce n'est pas pour sa recherche qu'on connaît le journaliste, c'est pour les recherches des autres. Puisque comme on l'a vu dans les statistiques, dans l'étude de Mainz, etc., quand c'est les journalistes qui viennent vous interviewer, vous, chercheurs, vous trouvez que somme toute, ça s'est pas mal passé. Souvent, en tout cas. Ces deux choses, qui sont le sensationnalisme, alimenté par la cupidité, par le désir de vendre des journaux, d'une part, et l'approximation, d'autre part. Sensationnaliste et approximatif. Tel serait donc, de façon générale, évidemment je présente ça de la façon la plus provocante possible, il faudrait nuancer tout le temps, mais si on nuance tout le temps, ça nous prendra 3 jours. Donc je traite ça d'une façon un peu journalistique, sensationnaliste et approximative. D'accord, donc voilà le mal, on connaît les causes, on connaît en tout cas au moins 2 des grandes causes. D'accord, mais examinons-les ces causes pour voir si elles sont si simples que ça. D'abord, le sensationnalisme. Je vous propose de partir d'un exemple ou de 2 exemples parallèles qui ne sont ni l'un ni l'autre du journalisme, comme ça on est dans un terrain neutre, mais qui méritent que l'on s'y attarde.
Vous connaissez, je pense, ces deux discours à propos de science d'une façon ou d'une autre. Si je les mets l'un à côté d'autre, c'est que les deux ont été d'immenses succès. Comme vous le savez, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking a été vendue à plus de 10 millions d'exemplaires, lu par encore beaucoup plus de gens, et a été sans doute l'un des plus grands succès de livres de vulgarisation de la deuxième moitié du XXe siècle. L'autre, vous le connaissez pas mal également, c'est Jurassic Park de Stephen Hawking. J'oublie toujours Stephen et Steven, enfin bref. Vous voyez de qui je parle, Spielberg, qui a été un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Imaginons que j'aille me balader dans un campus, dans mon campus, sur ce campus, du côté de la faculté des sciences, et que les scientifiques que je rencontre, je leur montre les deux, je leur dis, à votre avis, est-ce qu'il y en a un qui est à recommander et un qui est plutôt pas à recommander? Je n'ai pas fait le test, hein. On peut faire de l'armchair psychology. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'a priori, tous les scientifiques seraient d'accord pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. On est d'accord? En première analyse, ça semble fondé. Ça c'est respectable, c'est proche. On remarquera quand même qu'il y a un poids prêté aux intentions. Vous savez, le démon de la cupidité. D'un côté, un de ces faiseurs de fric d'Hollywood, ce que pouvait être Spielberg à l'époque, il a évolué depuis. De l'autre côté, un savant, Lusitanian Professor of Mathematics, qui est, au cas où vous l'ignoreriez, il occupe la chaire de Newton. C'est pas mal comme job. Qui fait ça d'une façon tout à fait désintéressée. Donc, quand les intentions sont pures, la démarche ne peut être que pure, alors que chacun sait qu'en dehors du monde sacré de la science, ce sont des impératifs de marchandisation, etc., qui motivent les journalistes. Bon, personnellement, je n'ai jamais rencontré en 20 ans de carrière un journaliste qui ait fait ce métier pour faire gagner de l'argent à une entreprise de presse. Mais puisqu'on me le dit souvent, c'est que ça doit exister. Alors voilà le bien et le mal. Maintenant, réfléchissons 2 minutes. Arrêtons de nous interroger sur les intentions. Peu importe de savoir si les intentions des uns et des autres sont pures, il n'y a qu'une seule chose qui doit porter à conséquence en matière de discours sur les sciences, c'est l'effet cognitif global d'un message. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux que ce message ait été émis plutôt qu'il n'ait pas été émis? Quel a été, tout à fait en fin de compte, son effet sur les connaissances générales? Les intentions, savoir si j'aime l'auteur ou pas, on s'en moque. Savoir si j'estime l'auteur ou pas, on s'en moque. La seule question qui porte, c'est le bilan à la fin. Le bilan épistémique, le bilan sur les connaissances. Alors voyons un peu ce bilan, essayons de l'évaluer. Stephen Hawking, c'est certainement un livre remarquable. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé de le lire? Oui. Lisez. Et vous êtes arrivé au bout? Pardon? Vous êtes arrivé au bout? Oui, mais c'est incompréhensible, c'est très mal fait, c'est un très mauvais livre. Il l'aurait écrit d'ailleurs. J'étais à l'époque rédacteur en chef d'une agence de presse scientifique. Et on me payait pour lire des trucs compliqués. Et j'avais un sacré entraînement en matière de lire des trucs compliqués. Eh bien, ce livre de vulgarisation, j'ai essayé 3 fois de le lire. À la 3e fois, j'ai dû avouer mon échec. Vous savez, c'est comme le PAL, ça commence bien, mais ça finit mal. Le premier chapitre est très amusant. Le second chapitre est plutôt agréable. Puis à partir du 3e chapitre, on comprend qu'on est vraiment un taré. Bon. Ce livre, c'est hautement célébré, a ultérieurement été décrit comme The World Most Unread Bestseller. Quel a été son effet sur les connaissances globales? Quelle a été sa responsabilité? Son principal effet, on peut le supposer, a été de convaincre plusieurs dizaines de millions de personnes, dont pour beaucoup c'était la première fois, elles en avaient tellement entendu parler à la radio, à la télévision, c'était la première fois qu'elles essayaient d'acheter un livre de vulgarisation, de les convaincre que la science était vraiment trop compliquée pour elles et qu'elle ferait mieux de laisser tomber. Il semble que son bilan, ça a été ça. Vous aviez peut-être 20 millions. Pourquoi 20 millions? Parce qu'un livre comme ça, c'est typiquement un livre de table basse de salon. On dit, ah, tu me le passeras quand tu auras fini, tiens, bah, prends-le tout de suite. Je pense qu'il a été très lu, mais il a été surtout très donné. Il était mince. Il était mince, mais lourd. Comme quoi. Donc,
quelques respects, et j'ai un immense respect pour ce auteur, quelques respects qu'on puisse avoir pour ce auteur, on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse que peut-être qu'en fin de compte, ce livre célébré a été un véritable désastre pour la diffusion des connaissances scientifiques au public. Maintenant, prenons l'autre. Hautement critiquable dans la façon dont il mélange les thèmes, des dinosaures avec des collerets qui vous crachent du poison à la gueule. Pour autant que je sache, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, bien que je ne sois pas un spécialiste de la question. L'espèce de mélange ignoble que fait le gars entre l'hypothèse Gaïa, la théorie du chaos, pour en arriver à la conclusion que quoi que vous fassiez, ça se retournera contre vous, c'est d'un point de vue conceptuel assez désarmant. Et puis surtout, ça porteur d'un message qui est un message qu'on pourrait qualifier de profondément réactionnaire. D'un côté, il est sain de remettre les sciences et les savoirs scientifiques en question. De l'autre côté, le message, c'est tous ces savants, ils font n'importe quoi, c'était mieux avant, prenons nos fourches et suce au château. C'est quand même un peu ça le message. Donc en soi, on va me dire, c'est pas forcément un succès non plus. Oui, mais attendez. On a dit au bout du compte, on a dit le bilan. Quel a pu être le bilan de Spielberg? Eh bien, il a fait naître dans le corps social une problématique. Est-ce que l'on peut ressusciter des dinosaures? Et les gens se sont posé la question et ils ont voulu savoir. Et on a trouvé dans des livres d'enfants, on a trouvé dans la presse féminine, c'est peut-être la seule fois où on a pu lire des termes comme PCR dans des journaux féminins. C'est peut-être la seule fois où on parlait de biologie moléculaire dans les cours de récréation. Peut-être qu'ils ne voulaient pas ça, mais on s'en fiche de ce qu'ils voulaient ou pas. La seule chose qui nous intéresse, c'est quel a été l'effet. L'effet a été d'amener pratiquement une planète entière, encore ce que je dis est très occidentalocentrique, mais une grande partie d'une planète entière, à avoir envie de comprendre une question scientifique. Ça n'a pas de prix. Peu importe ce qu'il a dit, songeons à ses effets. Alors vous voyez, le bien et le mal en matière de vulgarisation, si vous rapportez ça au fait que la plupart des gens, comme nous tous, cherchent plus à éviter l'information qu'à la rechercher, la crise de l'attention, à épargner leur attention. Peut-être que Spielberg a été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la communication scientifique. Même si ce n'était pas son but, même si ce n'était même pas son message. Vous voyez que la question de la diffusion sociale des sciences est beaucoup moins simple que ça. La science n'emprunte pas les fossés légitimes que l'on pourrait lui prêter, que l'on pourrait attendre. Il y a une expérience que j'aime beaucoup à ce propos, c'est l'expérience de... C'est pas une expérience, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu empirique, qui a été fait par les gens de l'université de Purdue, qui avait un outreach programme, un programme d'initiation aux sciences pour les jeunes, en dehors des heures de classe. Vous voyez, un club sciences jeunesse, ce genre de choses. Et donc, les gamins qui s'étaient inscrits là-dedans, c'est des gamins qui aimaient les sciences, des gamins qui envisageaient de faire après des études de sciences. Vous avez probablement de futurs prix Nobel là-dedans, des futurs patrons de chercheurs de laboratoires américains. Et les gens de Purdue ont eu la mauvaise idée de leur dire, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux sciences? Est-ce que ce sont les cartes à collectionner sur les grands inventeurs de l'histoire de l'Amérique? Est-ce que ce serait la classe? Est-ce que c'est Discovery Channel? Je ne sais pas s'il y avait Discovery Channel à l'époque. Est-ce que c'est les programmes de la NASA? Est-ce que c'est les expositions du Smithsonian? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux sciences? La plupart des gamins, presque tous, si je me souviens bien, ont répondu la science-fiction. Pour la plupart d'entre eux, Star Trek. Le gars qui demain découvrira le moteur à eau qui en même temps soigne votre cancer pendant que vous le démarrez, a voulu devenir scientifique parce qu'il aimait dire allô Spock, téléportez-moi. C'est comme ça que ça marche, la diffusion sociale des connaissances scientifiques. C'est un phénomène profondément sauvage. Ça ne suit pas les jardins bien ratissés, bien ordonnés d'une logique didactique. Ça répond à la problématique. Pourquoi donc est-ce que je m'intéresserais à ça? Et si on considère le bilan du journalisme scientifique comme ça n'empêche pas d'ailleurs, comme on le verra, qu'un bon nombre d'articles de presse scientifique sont des calamités. On est bien d'accord. Il ne s'agit pas de défendre tel ou tel journaliste scientifique, ou même le journaliste scientifique en soi. Il s'agit d'apprendre à le juger en connaissance de cause, à l'évaluer en connaissance de cause, et si possible à le pratiquer en connaissance de cause, tant qu'à faire. Alors, on
peut resituer ça dans un contexte théorique, mais non, on ne va pas le faire. Je vais sauter le prochain transparent pour aller tout de suite au suivant. Ça, vous voyez que c'est purement spéculatif. C'est une façon de considérer les choses. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'il pourrait y avoir une vérification empirique à ça? Je suis tombé dessus bien après avoir présenté ça dans une conférence. Je regardais les statistiques sur la culture, sur l'évolution de la connaissance des Européens. La Commission européenne fait tous les 4 ans à peu près un sondage Eurobaromètre où on pose des cultures. Vous savez que c'est un pack à peu près standard. L'électron est plus gros que l'atome, etc., etc. On l'utilise, Heisenberg l'a utilisé au Canada, Miller l'utilise aux États-Unis. C'est le pack standard. Et donc, une nouvelle vague est parue après que j'ai présenté ça, donc on ne peut pas me soupçonner d'avoir manipulé les données ou autre, puisque les chiffres n'ont été donnés qu'après. Et j'avais d'ailleurs complètement oublié cette idée-là. Mais je voulais voir tout simplement en quoi la culture scientifique des gens avait évolué. Et regardez ce que j'ai vu. De façon générale, tout l'effort combiné de la muséologie, du festival du film de science, etc., sur la plupart des sujets, n'avait eu aucun effet discernable. Alors peut-être pas, parce que dans la crise de l'attention, maintenir simplement l'attention, maintenir la culture, ça n'est pas rien. Et c'est déjà à mettre au crédit de ces dispositifs. Mais il y avait 2 sujets qui avaient connu une évolution significative. L'un, ça n'a rien à voir, je ne vais pas en parler ici. Et l'autre, celui qui avait connu la plus forte évolution, pour autant que je me souvienne, c'était cette question-là. Toute chose étant égale par ailleurs. On est d'accord? Il n'y avait pas de raison que les connaissances progressent de façon différentielle dans cette période. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ici, il y a eu Jurassic Park. Alors vous voyez que la question du sensationnalisme, peut-être qu'il faut la poser en d'autres termes. Après tout, quel est l'antonyme de sensationnel? Si on y réfléchit 2 minutes. L'antonyme de... Pardon? Banal, ordinaire. Ouais. Mais être banal, ordinaire, c'est pas forcément un bon choix quand on découvre que dans le même temps, l'attention des gens est de plus en plus limitée. Et les gens, je veux dire, la nôtre aussi, notre attention à nous est de plus en plus limitée. J'aime bien cette idée, cet aphorisme de Nietzsche dans Par-delà le bien et le mal. Plus abstraite est la vérité que tu veux enseigner, plus tu dois en sa faveur séduire les sens. Est-ce que ce ne serait pas une caractéristique du journaliste scientifique de se dire la vérité que je veux enseigner est abstraite et il me faut en sa faveur séduire les sens? Le voilà le sensationnalisme. Peut-être que le sensationnalisme est bon. Peut-être qu'en matière de sensationnalisme, comme dans d'autres domaines, c'est l'excès qui est nuisible, mais pas la chose en soi. Le problème, c'est que ce genre de raisonnement, ça aussi c'est de la théorie, je vous l'épargne, je la ressortirai pour les questions, s'il y a des questions, on est d'accord? Le problème, c'est que ce genre de raisonnement peut justifier n'importe quoi. Après tout, les mensonges sont souvent plus intéressants que les vérités, par exemple. Donc si le fait d'intéresser les gens justifie n'importe quoi, je pourrais leur dire que, je ne sais pas, mon chien a été violé par les extraterrestres, peut-être que le meilleur journaliste est celui du National Enquirer. Vous voyez que d'un côté, si on dit le sensationnaliste, c'est pas beau, on est dans une impasse, c'est idiot. De l'autre côté, si on dit le sensationnaliste, c'est génial, on est dans une impasse aussi. Comment se sortir de ce paradoxe-là? Peut-être en reconsidérant l'approche axiologique de la question, c'est-à-dire le jugement de valeur, le jugement de qualité que l'on porte sur les discours de science. Grosso modo, pour caricaturer, une fois encore, j'ai conscience d'être à la fois approximatif et sensationnaliste, ce sont les lois du genre et ça ne s'arrête pas aux portes de l'université. On pourrait imaginer 3 conceptions axiologiques des discours de science. 3, donc, axiologie, c'est la théorie des valeurs. Le premier, qui est celle du cliché de la tour d'ivoire, qui est de dire la science doit être présentée dans son intégralité pure et sans fioriture.
Et dès que j'essaye de la rendre, entre guillemets, plus intéressante, moins mon message est légitime. Vous voyez cette logique-là? Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon point, parce que l'autre inconvénient de la télé, c'est que le laser est tout petit. D'accord? Ça, c'est la logique traditionnelle de la vulgarisation scientifique, celle des missionnaires de la science, qui, si on voulait la traduire en mots, donnerait « non, là, c'est pas bon parce que c'est ennuyeux. Ah, là, c'est un petit peu plus intéressant. Ah oui, là, c'est mieux. Mais là, on exagère quand même. Non, là, on en fait trop, on ne peut pas faire ça. Non, ça, c'est pas acceptable. Vous voyez à peu près quelle serait la chaîne du raisonnement? Inconvénient de ça, qui est la position traditionnelle du vulgarisateur. On ne parle qu'aux bons élèves du corps social, ceux qui ont de l'attention à accorder à ces choses-là, ceux qui visitent les musées de sciences, ceux qui vont regarder des émissions scientifiques à la télévision. Les 5% de gens qui en France regardent Arte, qui sont les mêmes que les 5% qui vont voir le musée des sciences de la Villette. Mais quel intérêt de s'adresser aux bons élèves du corps social? Si le projet de la vulgarisation, indépendamment du projet journalistique, qui est simplement d'informer, il n'y a pas d'autre mission qu'informer, c'est une magnifique mission en soi, et à mon avis, elle se suffit à elle-même. Mais on resitue ça globalement dans l'idéologie de la vulgarisation, on est d'accord? Qui est d'éclairer la masse des citoyens. C'est l'idéologie des Lumières, l'idéologie condorciste. La masse des citoyens, pas les 5% de bons élèves du corps social. C'est là où, tout compte fait, je l'avais sauté tout à l'heure, mais je vais y revenir, j'ai le droit de changer d'avis après tout. C'est là où intervient la notion de knowledge gap qu'avait souligné Ticonor, et Eolienne. Ils ont fait une étude rétrospective, une méta-étude rétrospective sur une vingtaine d'années, même beaucoup plus que ça, non, 25 ans, de sondage qui posait une seule question: pensez-vous qu'un jour l'homme sera capable d'aller sur la Lune? Vous vous souvenez des événements qui sont succédés? En 1949, personne n'en parlait. Et ceux qui étaient sortis du système éducatif très tôt, et ceux qui avaient été assez loin dans le système éducatif, c'est-à-dire qui avaient au moins un baccalauréat, avaient à peu près les mêmes réponses puisque personne n'en savait rien. On est d'accord? Et puis, il y a eu Spoutnik, et puis il y a eu Leïla, à moins que ce soit Laïka, enfin bref, la chienne dans l'espace. Et puis, il y a les sondes automatiques qui ont fait le tour de la Lune. Et puis, Kennedy a dit, dans 10 ans, nous serons sur la Lune. Et ça a été suivi avec un enthousiasme croissant par les médias. C'est pas les nanoparticules, c'est pas... Non, c'est vraiment un sujet, on est d'accord, qui était très, très largement médiatisé d'une façon non polémique, enfin positive. On dit encore aux États-Unis, pour dire quelque chose et de la haute technologie, on dit « it's rocket science ». Tant ça a marqué l'imaginaire. Donc il était difficile d'y échapper, pas vrai? Et il devenait de plus en plus évident que la bonne réponse était oui. Eh bien, alors qu'on était de plus en plus bombardé par cette masse d'informations, au lieu de réduire le fossé entre ceux qui avaient peu de culture, qui avaient peu fait d'études, et ceux qui avaient beaucoup de culture, beaucoup fait de longues études, a accru ce fossé. Conclusion de Ticonor, et Eolienne, plus on injecte, plus les mass médias injectent de connaissances dans un système, plus ils tendent à élargir plutôt que de le rétrécir, le fossé de connaissances. Il me semble que c'est au vu de ça qu'il faut se poser la question du sensationnalisme. Si on vise, comme le proposait Condorcet, à éclairer la masse des citoyens, alors le problème du sensationnalisme doit être abordé d'une façon beaucoup plus fine et beaucoup moins primaire que de dire le sensationnalisme, c'est pas beau. Je reviens, si vous le voulez bien, à mon petit schéma suivant. Ça n'éclaire pas la masse des citoyens. Ça éclaire la masse des amateurs de vulgarisation scientifique. Et plus les profs de lycée, etc., etc. Si vous voulez éclairer la masse des citoyens, ou en d'autres termes, si on veut le transposer dans une problématique éditoriale, vous savez que j'étais directeur scientifique des éditeurs de presse, si vous voulez maintenir votre tirage, maintenir une place pour l'information générale, dont on a vu qu'elle s'effondrait au profit de l'information spécialisée dans les loisirs, etc., alors il faut admettre que le bon journalisme est le plus proche possible du mauvais. C'est celui qui s'approche le plus possible de la ligne rouge où commence l'exagération, l'inacceptable et l'emphase. En d'autres termes,
il faudrait, et c'est non seulement, puisqu'on a toujours cette idée de les intentions sont impures, c'est non seulement une question de tirage, de diffusion et de résultats commerciaux des entreprises de presse qu'une question de citoyenneté, une question de rôle civique. Il faudrait rendre toute information aussi intéressante qu'il est possible, mais pas plus. Après quoi, la question suivante est généralement, d'accord, mais où est la fameuse ligne rouge? Et celle-là, comme vous en doutez, je n'ai pas la réponse. On peut à la rigueur donner des façons de penser les choses, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit graduer les instruments. On peut se le penser. Voilà un exemple de confrères, de journalistes, qui ont certainement tiré d'une information tout ce qu'elle pouvait donner. Quand on imagine la chaîne de réaction qu'il a fallu pour arriver à obtenir des macromolécules capables de se reproduire, on imagine que tout ce qui a pu éventuellement être découvert, c'est la moitié d'un quart d'une de ces étapes, d'un de ces milliers d'étapes, quelles qu'elles puissent être. Donc il est certain qu'il y a une petite exagération. Vous noterez au passage le nationalisme qui vous frappera d'autant plus que c'est des Français. Si ça avait été des Canadiens, ça vous aurait peut-être beaucoup moins frappé. Et la beauté des choses, c'est que non seulement ils ont découvert comment faire la vie, notez qu'on le sait tous comment faire la vie, mais peu importe, mais en plus, on peut faire du fric avec ça. Ça, c'est une façon magistrale de tirer d'une information tout ce qu'elle peut donner. Est-ce qu'ils en ont tiré trop? Je ne sais pas. C'est à chacun de se positionner, parce que là, on n'entre plus dans le domaine de la réflexion, mais dans celui des valeurs. Personnellement, je ne pense pas que ce soit trop. Mais je pense que c'est certainement très très proche du bord de la falaise que je vous décrivais précédemment. Ça n'est pas propre aux sciences. Voilà un exemple qui a fait un certain bruit en Belgique. Imaginez que demain, Radio-Canada annonce tout d'un coup, interrompt ses émissions pour annoncer que le Québec a fait sécession. Avec des envoyés spéciaux, avec des reportages sur place, etc., etc. C'est ce qui s'est passé en Belgique. Et puis au bout d'une heure, ils ont dit non, c'est une fiction. Mais c'était le seul moyen d'amener les gens, parce que quand on fait des débats, des tables rondes, les audiences chutent, tout le monde s'en fiche. C'était le seul moyen d'amener les citoyens à se poser la question. Vous voyez là cette question de la problématique du sensationnalisme pour acheter de l'attention. Et les justifications, certes j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais il fallait créer un espace de surprise, etc., pour attirer l'attention du téléspectateur. Est-ce qu'ils sont allés trop loin? À vous d'en juger. Mon choix personnel est oui, mais chacun est à même de se situer par rapport à ça. Ce sur quoi je voudrais simplement insister, c'est que c'est la même logique. Condamner le sensationnalisme, bêtement, de façon primaire, sans réfléchir au fait que le sensationnalisme, entre guillemets, est sans doute une des conditions d'un dialogue social qui dépasse la classe la plus cultivée de la société, est un problème qui mérite mieux que ça. Venons-en au second grand problème de la vulgarisation. L'approximation. Ça, au moins, c'est pas bien, l'approximation. On est d'accord? On va prendre un exemple qui est un exemple vécu. Quand dans ma première vie, j'ai été journaliste scientifique. Ça, c'est des notes de reportage. Plus exactement, c'est un fax que m'avait envoyé le gars et complété dessus par les notes. Les mots en français sont de moi, les mots en anglais sont de lui. Ça représente, c'est pas très séduisant, hein, c'est le quotidien d'un vulgarisateur. Ça représente des chambres à vide, le moyen de faire de l'ultra-vide, du vide aussi vide, voire plus vide que le vide de l'espace. Et je me suis fait bien expliquer. Et à partir de ça, on a tiré ceci. Et ma foi, j'avais le sentiment que c'était plutôt du bon boulot. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression que ce que je fais est plutôt du bon boulot. Mais le chercheur, lui, il était triste dans son cœur et il n'a pas manqué de me le faire savoir. Pourquoi est-ce qu'il était triste? Je crois qu'il a dit c'est pas sérieux. Si, je suis vachement sérieux. Mais pourquoi est-ce qu'il était triste? Parce que j'avais remplacé
son système très sophistiqué de chauffage à induction par des résistances que j'avais manifestement prélevées dans un grille-pain. Et j'avais remplacé ces électrovannes à commande numérique par de la robinetterie en cuivre. Quelque part, ça le gênait. D'où les mots, c'est pas sérieux. Le problème étant que mon job était, et toujours d'ailleurs maintenant en tant que professeur, mais il l'était tout autant en tant que journaliste, de signifier, c'est-à-dire de faire sens. Vous savez qu'étymologiquement, l'enseignant, insignere, c'est celui qui montre les signes. Je ne sais pas signifier une électrovanne à commande numérique. Mais je sais signifier qu'un circuit se ferme ou s'ouvre. Pour ça, je mets un robinet. Cette question du signe, cette question de l'intelligibilité des concepts est au cœur de bien des polémiques. Je me souviens d'un journaliste scientifique américain qui racontait d'une façon assez drôle, mais pathétique, parce que c'est une expérience qui est tellement fréquente, son bras de fer avec un scientifique, un spécialiste de l'élevage des poulets, je crois. Et le journaliste avait écrit la graisse du poulet et du caneton, c'est-à-dire des canetons. Le scientifique disait non, il faut dire les tissus adipeux. Il disait oui, mais les tissus adipeux, c'est de la... Non, c'est les tissus adipeux. Vous vous souvenez, avec notre public, dont l'attention, comme la nôtre, est de plus en plus évanescente, de plus en plus courte, qui doit être conquise à quelque chose. Si je veux parler aux Québécois de science, je dois les soustraire au match, je sais pas quoi, Montréal-Québec, ou aux jumeaux de Céline Dion. Mais d'une façon générale, je dois les prendre quelque part, ces publics. Je dois les convaincre que c'est plus intéressant, si je ne veux pas parler aux plus cultivés. Ben, le tissu adipeux, ça ne va pas le faire pour ça. Mais allons plus loin. Ce que ce scientifique, ce que ce chercheur n'avait pas compris, puisque la plupart, beaucoup de nos collègues estimés et remarquables, allez, pas beaucoup, certains de nos collègues sont convaincus d'avoir en eux-mêmes la clé du jugement des choses quand il s'agit de communication sociale. Ignorant par là même qu'il y a des sociétés savantes, qu'il y a des revues savantes, des colloques annuels et qu'il y a des gens qui travaillent et qui réfléchissent à ces questions. Pourquoi est-ce qu'on y réfléchit? Parce que ces questions sont compliquées. Je suis sûr que si je me baladais sur le campus et que je disais qu'est-ce qu'il faut faire en matière de vulgarisation, il y a très peu de gens qui me répondraient je sais pas, il faudrait que je lise des actes de colloque avant de pouvoir vous répondre. Je leur disais qu'est-ce qu'il faudrait faire en matière de phosphorylation des protéines. Les trois quarts des gens que je répondrais diraient attendez, moi je suis un spécialiste de la physique des hautes énergies, j'en sais rien. Mais il est tellement facile d'avoir un avis sans le réfléchir. Je vous en donne un autre exemple avant de reprendre le fil de mon discours. La beauté d'une conférence, c'est qu'on peut s'éloigner et revenir. On a souvent entendu, les journalistes veulent toujours que ça serve à quelque chose, la science. Ils ont une conception utilitariste, la société en général, et les journalistes surtout, ont une conception utilitariste de la science. Quand ils viennent voir des chercheurs, ils veulent que ça serve à quelque chose, veulent que ça rapporte, etc., etc. Vous êtes d'accord avec ça? En tout cas, vous l'avez, j'imagine, entendu, vu ou ressenti. Moi, j'ai souvent rencontré, ou lu. A priori, on pourrait être d'accord. Mais attendez voir. Quels sont les enfants chéris du journaliste scientifique? La paléontologie et la cosmologie. Certainement les deux choses qui servent le moins à quoi que ce soit. Ce sont les deux sujets types du journaliste scientifique. Il me semble que cette contradiction-là, au moins, elle est évidente. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup de choses pour se la poser. Vous voyez que c'est plus compliqué que ça. Revenons à nos moutons. Le problème de la signification. La plupart des scientifiques portent, parce qu'ils n'ont pas été formés correctement à la communication des sciences, alors que c'est un élément essentiel de la carrière de tout scientifique et du professionnalisme de tout scientifique. Au même titre que l'utilisation d'un spectromètre de masse ou de ce que vous voudrez, communication scientifique, je suis toujours surpris de voir que la plupart des formations de scientifiques en sciences de la nature ne comprennent pas de cours obligatoires de communication scientifique. C'est là les desservir. Vous savez que toutes les stats montrent qu'ils vont passer beaucoup plus de temps à écrire et à parler qu'ils vont passer de temps à faire des expériences. Le rapport doit être de 1 à 4 ou de 1 à 5. Mais quoi qu'il en soit, quelle est la complication là-dedans?
D'abord le sens. Vous voyez ce que c'est, j'imagine? Une goutte d'eau, on est d'accord? Elle fait sens pour vous. Et pourtant, c'est une abomination, si on y réfléchit. Jamais, au grand jamais, une goutte d'eau n'a eu cette forme. Il y a quelque chose qui s'appelle la tension superficielle, qui veut qu'un liquide occupe le plus petit volume disponible. C'est ce qui permet à l'eau de dépasser légèrement sans déborder le rebord de votre verre. Vous en avez tous fait l'expérience. Donc une goutte d'eau, c'est rond. Maintenant, essayez de dessiner des ballons de plage et de faire sens avec ça. Et d'espérer que les gens y reconnaîtront des gouttes d'eau. Choisir ça en sachant que c'est faux, c'est choisir le sens, plutôt que de choisir la réalité scientifique des choses. À laquelle faut-il choisir? Là non plus, je n'ai pas forcément la façon de le graduer, mais on peut suggérer quelque chose. C'est de faire la distinction. Et beaucoup de gens ne la font pas. C'est encore un élément de cette impensée autour de la vulgarisation scientifique. La distinction entre la justesse et la précision, ou l'exactitude. Parce que non seulement la justesse n'a rien à voir avec l'exactitude, mais dans certains cas, la justesse est le contraire de l'exactitude. Parce que, voyez-vous, et assimiler les deux, interdit de penser la vulgarisation. Parce que, voyez-vous, l'exactitude est une notion absolue. Quelque chose est plus ou moins exact, point. La justesse, elle, est une notion relative. Relative à la situation de communication, relative au destinataire. Donc, quand on dit ce que vous dites est faux, par exemple, en fait, si on y avait réfléchi, ce qu'il faudrait dire, c'est ce que vous dites est inexact. Ça peut être inexact mais juste, car adapté. Et à l'inverse, ça peut être exact mais faux. Je me souviens d'un organisme français spécialisé dans le retraitement des déchets nucléaires, par exemple, dont le porte-parole, des écologistes avaient répandu le bruit qu'un train transportant du combustible irradié ou à retraiter fuyait. Et le porte-parole, pourtant un professionnel de la communication, est apparu à la télévision et a dit aux gens, non, là je peux vous rassurer, nous avons fait des examens contradictoires dans toutes les gares. Le terme est parfaitement exact. C'est des examens par deux équipes différentes. Est-ce qu'il vous semble juste? Il est parfaitement exact, il est totalement faux. Parce qu'on comprend complètement autre chose. Un gros projet de recherche a été abandonné parce que, aux États-Unis cette fois-ci, parce que le patron du consortium de recherche, devant une commission du Sénat, on lui a demandé si ça aurait un effet sur quelque chose, je crois la température des rivières dans la région ou autre, et il a dit ça pourrait avoir un effet significatif. Significatif pour un scientifique, on sait tous ce que ça veut dire. Ça veut dire supérieur au seuil d'insignifiance à P.05. En d'autres termes, que l'on peut mesurer, peut-être de 0,01 degré, mais statistiquement que l'on peut mesurer. Mais pour le congressiste moyen, ça veut dire un gros effet, on est d'accord? Est-ce que c'est le congressiste moyen qui est un idiot? Non. C'est le champ dans lequel on s'exprime qui porte avec lui les règles à observer de l'expression. On ne peut pas transporter hors du champ de la science les règles d'expression qui prévalent dans le champ de la science. Donc, ce qu'a dit le scientifique était peut-être exact, mais parfaitement stupide. Et j'insiste là-dessus. Plus un terme est précis, plus en général, sa sphère d'utilisation, son périmètre d'utilisation est limité. Par exemple, vous savez sans doute la différence entre une courbe continue et une courbe discrète. Mathématique discrète. Disons que c'est une courbe en marge d'escalier, là aussi pour simplifier. Si je suis un ingénieur et qu'on me demande si le rendement ou si telle caractéristique souhaitable a progressé, et que je dis que ça a connu une progression discrète, je veux dire par saccade. Mon terme est parfaitement exact, il est parfaitement faux. On pourrait multiplier les exemples comme ça.
plus un terme est scientifiquement exact, précis, plus le périmètre, plus le champ dans lequel on a le droit de l'utiliser légitimement est restreint. Et on ne peut pas arriver dans le champ de la communication publique avec des termes dont la portée est limitée.